Bonjour et bienvenue dans le troisième chapitre du cours de gestion de production intitulé Planification hiérarchisée. Dans le chapitre précédent de gestion de stock, nous avons répondu aux questions quand et combien commander, les produits qu'on achète, donc les matières premières qu'on achète à des fournisseurs externes de l'entreprise. Et donc il s'agissait de questions d'approvisionnement. Ce chapitre s'intéressera principalement à répondre aux questions quand et combien produire, les composants, sous-ensembles et produits finis de l'entreprise, compte tenu des capacités dont dispose l'entreprise. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir recours à la planification ? Donc pour de nombreux produits, par exemple les produits de grande consommation ou en général les produits qui sont gérés en make to stock, les clients souhaitent disposer du produit sans attendre. Vous allez dans un supermarché, vous aimez trouver votre yaourt préféré, le shampoing que vous utilisez sans devoir attendre pour la disponibilité de ce produit-là. Donc cela exige de réaliser des approvisionnements et même toute ou une partie de la production sur prévision. Se baser sur des prévisions pour pouvoir produire les produits avant que le client passe commande. Et on a donc recours à la planification pour être sûr que les bonnes ressources sont utilisées au bon moment pour assurer la disponibilité de la bonne quantité de produit final au bon moment demandé par le client, donc c'est-à-dire au moment où le client va au supermarché pour acheter ses produits. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on qualifie la planification de hiérarchisée ? Alors tout simplement parce que la planification complète, c'est-à-dire pouvoir décider combien je vais produire pour chacun des produits, sachant qu'une entreprise peut disposer d'une centaine, voire de milliers de produits, et ensuite pour chacun des composants de chacun de ces produits-là, sachant que les produits sont de plus en plus complexes et donc sont composés de plus en plus de composants et de matières premières. Donc une planification, une prise de décision comme ça, induit tellement de décisions qu'il est nécessaire de la décomposer en plusieurs niveaux qui correspondent donc au type de décision classique en gestion des opérations qui sont le niveau stratégique, le niveau tactique et le niveau opérationnel. Donc au niveau stratégique de la planification, ça consiste en fait à estimer les niveaux d'activité, donc le volume de production pour une période budgétaire, quelques mois généralement. Ça va dépendre bien évidemment du produit, ça va dépendre du domaine d'activité, mais généralement la planification à long terme, donc au niveau stratégique, se fait sur quelques mois. Donc, en d'autres termes, donc l'entreprise devra décider combien elle doit produire mois par mois, en janvier, puis en février, puis en mars, etc. Donc cette planification, elle concerne des familles de produits et non pas des produits. Donc en effet, pour les décisions majeures comme par exemple l'élaboration d'un budget annuel, l'entreprise ne cherchera pas à connaître à l'avance les ventes de chacune des références. Une prévision par famille est largement suffisante dans ce cas-là. Par exemple, pour évaluer l'activité globale d'un constructeur automobile, prenons par exemple Renault, pour chiffrer approximativement sur un horizon d'une année les besoins en ressources correspondants, il n'est pas nécessaire de savoir avec précision si l'on va vendre une Clio jaune avec toit ouvrant et boîte à vitesse automatique ou une Clio noire avec régulateur de vitesse et GPS, mais seulement combien de Clio qui est dans ce cas-là la famille de produits, je vais vendre mois par mois. Donc les résultats de ce processus de planification stratégique, mois par mois sur les familles de produits, s'appelle le plan directeur ou le plan industriel et commercial, qui est connu sous l'acronyme de PIC. Donc le PIC, en fait, c'est la planification stratégique mois par mois du volume de famille de produits que va fabriquer l'entreprise. Ensuite, donc sur un niveau moyen terme,
donc sur un niveau tactique de planification, on va élaborer un plan de production qui est un peu plus détaillé. Donc on va passer du mois à quelques semaines, hein. Donc on va essayer de planifier les quantités à produire semaine par semaine, et cette fois-ci non pas par famille de produits comme pour le PIC, mais référence par référence, c'est-à-dire combien de modèles de voitures avec toit ouvrant, boîte à vitesse automatique, etc. je dois produire. Donc encore une fois, je passe du mois à la semaine et de la famille de produits à la référence de produits, donc c'est un cran plus détaillé. Donc ce plan-là est nommé plan directeur de production ou PDP, hein, pour l'acronyme. Il doit bien évidemment être cohérent avec le PIC, c'est-à-dire que si l'activité mensuelle retenue au niveau du PIC est de 20 000 voitures, il faudra que si je cumule toutes les références du PDP sur toutes les semaines du PDP, ça corresponde à la même quantité, hein. Ensuite, en prenant comme donnée le PDP d'une référence, je vais chercher à décider pour chacun des composants et sous-ensembles entrant dans la fabrication de chacune des références, quand et combien je dois produire ou acheter. Donc je vais passer à un cran supérieur qui est le niveau opérationnel et qui consiste à passer du produit fini vers les matières premières et composants de chacun des produits. Donc je dois décider quand est-ce que je dois produire chacun des composants et chacun des composants suivant la nomenclature du produit. Par exemple, j'ai besoin de fabriquer 300 voitures de telle référence pour le mois de mars par exemple. Je devrais à ce niveau décider quand et combien de pneus je dois acheter, quand et combien de moteurs je dois fabriquer, quand et combien de boîtes à vitesse je dois fabriquer. Et pour chacun des moteurs, je devrais décider quand et combien d'arbres à canne je dois fabriquer, quand et combien de bougies je dois fabriquer, de soupapes et ainsi de suite. Donc cette planification est réalisée par une procédure de calcul des besoins et des charges grâce à une méthode qu'on appelle MRP pour Material Requirements Planning. Donc le MRP aboutit à la création d'ordres de fabrication et d'ordres d'achat. Donc les ordres de fabrication pour ce qui est fabriqué en interne de l'usine, de l'entreprise, et les ordres d'achat pour ce qui est acheté en extérieur de l'entreprise. Donc les ordres de fabrication ou les OF, on appelle ça les OF, représentent chacun une requête pour fabriquer une quantité déterminée de pièces pour une date donnée, avec une deadline. Donc ils constituent les données d'entrée de l'ordonnancement et ils permettent de définir au moyen des gammes de fabrication l'ensemble des tâches que la fonction ordonnancement devra planifier. Donc l'ordonnancement, nous y intéresserons dans un chapitre à part, hein. Pour le présent chapitre, nous détaillerons dans la suite chacun des niveaux de planification, c'est-à-dire le PIC, le PDP et puis le MRP. Donc nous commencerons par le PIC qui, je le rappelle, concerne le niveau stratégique de planification, l'ajustement des capacités de production aux charges prévisionnelles, ce qui sert à l'élaboration des budgets annuels de l'entreprise par exemple. Donc avant de savoir comment est-ce qu'on va calculer ce PIC-là, nous nous arrêterons plus en détail sur ses multiples intérêts. Alors, en effet, le PIC joue d'abord un rôle d'anticipation. Donc, pour la majorité des entreprises, la demande
au cours du temps n'est pas stable. Elle varie suivant plusieurs critères, comme par exemple le climat pour du matériel de sport ou de jardinage, la température, comme par exemple les crèmes glacées ou les boissons gazeuses, comme des événements exceptionnels aussi, comme les télés, les gens vont se ruer pour acheter des télés pour la Coupe du Monde, les barbecues, les réfrigérateurs pour Eid al-Adha par exemple, ou encore les fruits secs pour Ashura. Donc ce sont des événements exceptionnels qui influencent en fait la demande pour des produits spécifiques. Donc le système de production ne présente pas une flexibilité sans borne, hein, pour une année par exemple, pour la période d'une année, donc la période où on va élaborer le pic. Donc le nombre de machines est fixe, donc c'est difficile de faire une modulation de la capacité des machines sur l'année. La formation du personnel qualifié prend du temps. Les contrats d'achat négociés avec les fournisseurs peuvent comporter des limites sur les quantités. Donc voilà, la flexibilité la flexibilité dans la modulation de la capacité du système de production, elle est limitée. Donc face à une demande comme ça qui est fluctuante et une capacité avec une flexibilité limitée, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va faire face à une demande qui fluctue avec un système de production qui présente une flexibilité limitée sur une durée de quelques mois, donc sur la durée du pic. C'est justement un des rôles du pic, donc anticiper les possibilités d'évolution de la demande et donc de la charge de travail suffisamment à l'avance pour pouvoir s'adapter au marché en étudiant les rapports entre charge et capacité pour les ressources les plus critiques, en évaluant les quantités de matières premières nécessaires pour pouvoir négocier les contrats avec les fournisseurs, mais aussi d'identifier les plans d'action afin de réaliser un bon équilibrage charge-ressources, charge-capacité pour les ressources en surcharge ou en sous-charge. Donc des plans d'action comme l'acquisition de ressources supplémentaires, auquel cas le pic permettra de prévoir l'investissement en équipement, ou encore le lissage des charges par le recours au stock d'anticipation, auquel cas le pic va permettre de définir le besoin en fonds de roulement nécessaire pour financer ces stocks. Alors d'un point de vue ressources humaines, le pic va permettre de répondre à des questions de type: doit-on recourir à des embauches et ou des licenciements pour faire face aux fluctuations de la charge, ou doit-on recourir par exemple à des heures supplémentaires pour pouvoir répondre à la demande dans le délai imparti. Donc le deuxième grand rôle du pic est un rôle de répartition. Si on considère le cas d'une entreprise qui possède plusieurs usines et plusieurs entrepôts et des centres de distribution, un des rôles du pic, c'est de répartir le flux et les charges entre les différentes usines. Ainsi, on pourra décider quelles familles de produits vont être allouées à quelles usines. Est-ce qu'une usine va prendre en charge la totalité de la fabrication d'un produit donné, ou est-ce que la fabrication va être répartie entre plusieurs usines de production? De même, le pic permettra aussi d'affecter les usines aux entrepôts et de répondre à des questions de type: est-ce qu'un entrepôt traitera exclusivement les flux provenant d'une seule usine, ou est-ce que ces flux-là seront répartis entre plusieurs centres de production? Ce slide présente l'exemple d'un pic dans le cas d'un site de production unique. Et donc, dans un premier temps, on ne va pas s'intéresser au rôle de répartition du pic, mais uniquement à son rôle d'anticipation et pour une seule famille de produits. D'accord? Donc, je rappelle que le pic est calculé en termes de famille de produits et non pas de référence de produits. Donc, si on regarde la forme du pic, alors, si on regarde d'abord la période qu'il couvre. Alors, la période qu'il couvre, elle doit être supérieure à l'horizon de fluctuation saisonnière de la demande, qui est d'à peu près une année pour la plupart des secteurs d'activité. Pourquoi?
Alors, supposons par exemple que je suis un producteur de crème glacée avec un pic d'activité en mai, juin, juillet, août. Bon, ça va dépendre de la température aussi, mais généralement le pic d'activité se situe dans ces eaux-là, hein. Donc, supposons qu'on établisse un plan, un pic, donc sur 6 mois, de mars à août. Dans ce pic, je ne pourrai pas couvrir ma demande estivale car elle est supérieure à ma capacité de production. Donc, je n'ai pas assez de capacité pour faire face à cette demande-là au moment du pic d'activité. Et en même temps, je n'ai pas assez de capacité excédentaire les mois précédents, donc mars et avril qu'on retrouve dans le pic, pour pouvoir préparer à l'avance un stock d'anticipation. Donc, j'ai besoin de couvrir tout l'horizon du cycle saisonnier pour que mes périodes de creux de charge, donc les périodes où je n'ai pas beaucoup de demandes, puissent compenser mes périodes de pic de charge. D'accord? Donc, au niveau du maillage temporel, le pic se traduit généralement par un échéancier dont la grille temporelle évolue en fonction de l'horizon. Donc, si vous voyez donc sur l'exemple, on a une maille temporelle qui correspond au mois pour l'année 2020, donc on va voir les quantités pour janvier, février jusqu'en décembre, et puis pour l'année suivante, donc 2021, on va passer à une maille temporelle de l'ordre du trimestre, donc on va avoir des quantités pour le premier trimestre, deuxième trimestre, etc. Et si on va plus loin, donc on pourra passer au semestre, voire même à des années. Donc plus on va aller loin dans la planification du temps, plus grande sera la maille temporelle et moins détaillée donc sera l'information. On aura des prévisions sur l'année plutôt que sur le mois, puis on aura un volume de production annuel approximatif plutôt qu'un volume de production mois par mois, et pareil pour le stock. Donc l'input, les données d'entrée de votre pic, ça sera les prévisions de vente ou les prévisions de demande, donc suivant la maille temporelle, donc mois par mois pour la première année, ensuite semestre par semestre, trimestre par trimestre, et ensuite on pourra aller à semestre par semestre, etc. Et puis donc les variables d'action du pic ou les variables de décision que nous devons donc calculer à travers le pic, c'est combien on va produire et combien on va stocker mois par mois, et ensuite sur un horizon plus lointain, donc trimestre par trimestre, etc., en respectant bien évidemment la capacité de l'usine. On ne peut pas produire plus que la capacité de l'usine, et particulièrement plus que la capacité des ressources goulées dans l'usine. Donc remarquez que puisque les prévisions peuvent être imprécises, il est difficile d'imaginer un pic qui ne s'écarte pas progressivement de la réalité et qui doit donc être régulièrement remis à jour. Donc on parle d'un plan glissant car la fréquence de révision est nettement inférieure à l'horizon couvert. Donc par exemple, si début janvier de cette année, on prévoit de produire 1250 unités et qu'au final, en février, on constate que les ventes ont nettement dépassé les prévisions en janvier, mettant par exemple 2500 unités, il faudra alors corriger son modèle de prévision, puis modifier les prévisions, donc l'input de votre pic. Et donc, le pic va être réajusté au fur et à mesure en fonction des réalisations des ventes. Donc vous aurez compris que pour élaborer le pic, il faut prendre des décisions sur des variables d'action, ce que j'ai appelé les variables de décision, sur le volume de production, sur le volume de stock. On verra par la suite qu'il y a possibilité d'avoir d'autres variables d'action. Donc étant donné les prévisions de demande. Donc l'input, c'est les prévisions de demande sur un horizon de temps. Donc des décisions, vous en doutez, qu'il faudra optimiser. Donc il faudra prendre des décisions optimales, mais des décisions optimales en termes de quoi? Là est la question.
Eh bien, évidemment, en termes de coût, le coût, c'est un critère de base en management des opérations. Donc, il faudra typiquement minimiser les coûts de production, soit les coûts de ressources en horaire normal, en heures supplémentaires, voire les coûts de sous-traitance. Suivant la stratégie mise en œuvre, on verra par la suite les différentes stratégies qu'on peut adopter. Mais aussi les coûts de possession de stock que nous avons vu en détail dans le chapitre précédent. Et donc, ça permettra de faire les bons arbitrages en termes de coûts entre recourir à un stock d'anticipation ou aux heures supplémentaires du personnel, etc. Donc, ça permettra de choisir la bonne stratégie. Sélectionner efficacement les variables d'action du pic, donc les variables de décision du pic, ça permettra aussi de maximiser le chiffre d'affaires en livrant le client à temps dans les bonnes quantités demandées, en faisant par exemple un stock d'anticipation lorsque la charge dépasse la capacité pour un moment donné par exemple, et donc ça c'est la fonction d'anticipation. Ça permet aussi de réduire les risques liés par exemple à l'obsolescence ou le risque d'invendu des stocks constitués, stocks que l'entreprise n'est pas certaine de pouvoir vendre a priori, vu que les prévisions de la demande peuvent surestimer en fait les ventes réelles. Donc un pic optimisé veillera à dimensionner les stocks au plus juste au bon moment, ce qui limitera les risques bien évidemment. Et finalement, optimiser les variables du pic permettra d'améliorer la qualité de service au client en maximisant le nombre de commandes livrées sans rupture grâce à l'anticipation du pic, la fonction anticipation du pic. Alors, on a vu que le pic détermine donc les quantités de familles de produits à produire mois par mois. La question qui se pose est comment savoir si ces quantités sont réalisables et qu'on ne dépasse pas la capacité des ressources de l'entreprise. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de produire en respectant la capacité de l'usine. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de pouvoir faire ça? Donc, pour répondre à cette question, il faudra, à partir des volumes de production du pic, pouvoir évaluer la charge de travail des ressources. Et en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, les ressources critiques ou les ressources goulées, puisque ce sont les ressources qui contraignent le flux. Donc on a vu ça dans le chapitre d'introduction. Donc les ressources goulées contraignent le flux et donc il faut s'assurer que la production qui est prévue par le pic peut être réalisée en particulier par ces ressources critiques-là. Donc pour cela, on utilise ce qu'on appelle des macrogammes. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, une macrogamme indique les temps opératoires globaux pour une ressource goulée. Donc ça, c'est les temps opératoires pour la ressource. On a besoin pour une famille de produits de 14 heures pour pouvoir produire, de 14 heures de travail sur le poste de tournage pour pouvoir produire une seule unité. Et pour pouvoir produire une seule unité, on a besoin de main-d'œuvre directe de 207 heures. Alors, ce sont des temps opératoires moyens approximatifs. On parle de famille de produits, donc ce sont des temps opératoires moyens approximatifs qui ne prennent en compte ni les temps de changement de série, ni les caractéristiques spécifiques à chacune des références de la famille de produits. Donc, chose qui rend cette approche en fait assez approximative à vrai dire. Mais à ce niveau de planification stratégique, on va uniquement se concentrer sur les déséquilibres très significatifs au niveau des ressources goulées et non pas sur des ajustements très fins ou très détaillés. Donc, pour chacune des ressources, on va calculer la charge qui est le volume de production mensuel qu'on trouve dans le pic fois le temps opératoire unitaire sur la ressource goulée qu'on retrouve dans la macrogamme, puis on va superposer cette charge avec la capacité, qui est le nombre total d'heures de fonctionnement de la ressource sur le mois. Donc, sur le schéma, la charge est en vert, tout ce qui est en vert, c'est la charge de travail, et tout ce qui est en bleu,
c'est la capacité de production. Donc il est clair que pour certains mois, comme par exemple le mois de février ici, la charge de travail, bon, ça concerne le mois de février, le mois d'avril, le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre, on voit que le bleu est dépassé par le vert. Et donc la charge de travail dépasse la capacité de production. On devra mettre en place des stratégies pour pouvoir équilibrer les charges et les capacités. Donc il existe 3 stratégies de base qui permettent de faire face au déséquilibre entre charge et capacité. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de capacité pour faire face à une charge, on a le choix, ou en tout cas il existe 3 stratégies de base pour pouvoir quand même répondre à la demande. Donc la première stratégie, c'est une stratégie dite de niveau qui consiste essentiellement à mettre en place un stock d'anticipation pour faire face aux pics de demande futures. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de poursuite qui mise essentiellement sur l'aspect flexibilité des ressources. On va voir le détail par la suite. Une troisième stratégie qui est assez différente des autres, donc qui est assez spéciale, c'est le management de la demande et qui vise en fait à influencer le cadre du problème en modifiant le profil de la demande. Donc nous allons détailler une à une ces stratégies et puis aussi les conditions de mise en œuvre de chacune des stratégies. Alors la première stratégie de base, c'est la stratégie dite de niveau. Donc imaginons un système industriel doté de ressources tellement coûteuses, donc typiquement ça va être une usine qui est fortement automatisée, que pour rentabiliser son investissement, donc l'investissement coûte cher, elle fonctionne en 3 shifts, 365 jours par an. On n'imaginerait pas donc modifier fortement leur niveau d'activité d'un mois à un autre, car tout simplement la sous-utilisation des moyens de production coûterait trop cher. Un autre cas de figure, donc imaginons un système qui embauche maintenant des ressources humaines qui sont hautement qualifiées, qui ont du mal à trouver les bonnes compétences, et donc ce sont des personnes assez rares sur le marché d'emploi, ou qui embauchent des personnes et les forment, et la formation dure très longtemps ou est très coûteuse. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas imaginer que cette entreprise-là puisse moduler l'effectif en embauchant lorsqu'il y a un pic d'activité et en licenciant les personnes lors des creux d'activité. Donc ces entreprises-là, comme celle-ci, donc, ont intérêt à mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de niveau. Elle consiste à maintenir l'activité plutôt stable tout au long de l'année. Voyez la courbe en rouge, donc c'est la production qui est à peu près stable tout au long de l'année. Maintenant, si l'activité est stable, la demande ne l'est pas forcément. Vous voyez la courbe en bleu, il y a des creux de demande et des pics de demande tout au long de l'année. Donc, comme vous pouvez voir sur le schéma, on va alors constituer un stock d'anticipation dans les périodes de creux de charge, et ce stock sera consommé ultérieurement dans une période de pic de charge. Donc la mise en place d'une telle stratégie est cependant conditionnée par le fait que le stock ne coûte pas trop cher. Donc si le stock coûte cher, on ne peut pas mettre en place ce genre de stratégie. Si le stock représente un risque excessif, donc un risque soit d'invendu, soit d'obsolescence pour l'entreprise, on ne peut pas mettre en place ce genre de stratégie. La seconde possibilité, donc, c'est d'annoncer au client un délai de livraison qui est fluctuant en fonction du niveau d'activité. Long pour les pics, donc on va annoncer au client dès la prise de commande un délai de livraison qui est long lorsqu'il y a un pic d'activité, et un délai de livraison qui est court lorsqu'il y a un creux d'activité. Cela si on ne peut pas, bien évidemment, comme je l'ai dit, constituer un stock d'anticipation si celui-ci est coûte trop cher ou est trop risqué. Donc cette stratégie de poursuite est particulièrement bien adaptée aux industries
avec une variété de produits qui est réduite et des prévisions qui sont fiables. Et puis des écarts saisonniers aussi qui sont raisonnables pour ne pas avoir trop de stock. Donc à titre d'exemple, on pourrait retrouver cette stratégie dans les secteurs qui sont très capitalistiques comme la fabrication de ciment, les industries chimiques, l'industrie automobile aussi, ou encore l'industrie sidérurgique. Alors, deuxième stratégie de base, c'est la stratégie dite de poursuite. Donc, imaginons cette fois-ci une entreprise qui ne peut pas se permettre d'avoir un stock d'anticipation, on a dit, parce que ça coûte trop cher ou parce que les risques induits sont trop élevés. Donc, pour les coûts trop chers, pensez à par exemple une matière qui mobilise trop de capital, comme un cuir pour la maroquinerie haut de gamme ou du bois précieux pour un menuisier. Ou qui est trop coûteuse à conserver, comme par exemple les produits frais, hein, ça coûterait trop cher pour conserver un stock qui est très grand. Donc pour un stock risqué, pensez à un produit par exemple qui est fortement dépendant de la météo, comme le matériel de ski. Donc s'il n'y a pas de neige pendant une année, donc un stock d'anticipation ne serait pas écoulé. Et donc l'entreprise risque jusqu'à un dépôt de bilan si elle ne peut pas financer tous les stocks immobilisés. De même, pour un produit qui présente une très large variété de produits ou un produit de mode dont les stocks peuvent devenir invendables du jour au lendemain. Donc tout ça, ce sont des exemples de secteurs d'activité qui ne peuvent pas se permettre un stock d'anticipation. Et donc, ces entreprises-là préféreront adopter une stratégie dite de poursuite afin de limiter au maximum les immobilisations du stock. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, donc cette stratégie consiste à adapter période par période la capacité de ressources aux charges de travail. Vous pouvez voir que les courbes de production et de vente sont confondues. Dans le cadre de cette stratégie, il y a deux cas de figure qui se présentent. Premier cas, les prévisions sont très fiables, suffisamment à l'avance pour pouvoir mettre en place des modulations de capacité longtemps à l'avance avec des coûts globalement maîtrisés. La modulation de capacité peut se faire soit en négociant par exemple les périodes de congé avec le personnel, ce qui permet d'éviter que le personnel soit absent dans les périodes de forte demande. On peut aussi recourir à la modification des horaires de travail dans le respect évidemment de la réglementation en vigueur. On va mettre en place des horaires de travail réduits lors des périodes de faible vente et des horaires de travail élevés pour des périodes de pic de vente. Une autre possibilité, c'est de recourir à des contrats à durée déterminée ou à du personnel intérimaire sur les périodes de forte demande. Bien sûr, il faut dans ce cas que la période et le coût de formation du personnel ne soient pas trop élevés pour pouvoir se permettre de mettre en place cette stratégie-là. Pour ce qui est des ressources matérielles, l'augmentation de la capacité peut se faire dans certaines situations en ayant recours à la location, comme par exemple des ressources de type transport ou de type engin de manutention. Deuxième cas de figure, qu'on retrouvera dans les produits à la mode par exemple, les prévisions sont peu fiables, les modulations de capacité ne peuvent être planifiées à l'avance et dans ce cas-là, les coûts d'une mise en œuvre rapide peuvent s'avérer très élevés. Par exemple, en ayant recours aux heures supplémentaires, qui est une solution plus coûteuse en comparaison avec la négociation des périodes de congé ou la modulation des horaires de travail sur l'année qu'on a vu dans le premier cas. Une autre solution, c'est le recours à la sous-traitance auprès de fournisseurs flexibles qui coûtent donc plus cher et avec les risques que la sous-traitance comporte, principalement au niveau de la qualité des produits. La troisième stratégie de base qui permet de faire face au déséquilibre entre charge et capacité consiste à agir directement sur la demande de sorte à éliminer les fluctuations saisonnières et d'obtenir une charge de travail quasi stable tout au long de l'année. Pour pouvoir faire ça, soit on applique une politique de prix qui favorise les ventes en période creuse de la demande et en faisant des promotions par exemple,
Soit on va constituer un portefeuille de produits pour lequel les fluctuations saisonnières ont tendance à se compenser et qu'au final, on se retrouve avec une charge totale qui fluctue faiblement. Autrement dit, pour un portefeuille constitué de 2 produits, le creux de charge pour le premier produit va constituer le pic de charge pour l'autre produit et vice-versa. Un portefeuille est donc soit constitué d'un seul produit distribué sur 2 marchés différents, comme par exemple un fabricant de ski qui distribue ses produits en Europe entre septembre et mars. Donc ce que vous pouvez voir dans la courbe bleue sur le schéma. Et puis il va distribuer ses produits dans l'hémisphère sud entre avril et août, ce que vous pouvez voir sur ce qui est représenté par la courbe rouge ici. Et donc au total, on va avoir une demande, une somme des deux demandes sur les 2 marchés qui est quasi stable, donc une charge de production pour lui qui est quasi stable tout au long de l'année. Deuxième exemple, ça va être un fabricant de barbecue qui vend au printemps et en été, qui fabrique en même temps des produits de chauffage qu'il distribue en automne ou en hiver. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de courage.